La petite fille n'avait pas dormi depuis 3 jours. Chaque matin, le chemin de l'école ressemblait à une descente dans un cauchemar éveillé. Les menaces n'étaient pas des ombres dans son esprit, elles étaient réelles, tangibles. Le danger la frôlait, et personne ne semblait disposé à intervenir. Poussée par un désespoir qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître, elle fit quelque chose d'impensable. Elle s'avança vers le groupe d'hommes le plus intimidant de la ville et leur supplia de la protéger. Ce qui se produisit ensuite ne changea pas seulement le cours de sa jeune vie. Cela mit en lumière une part d'ombre que toute la ville avait choisi d'ignorer. Et lorsque 200 motards vêtus de cuir firent leur apparition devant l'école primaire, les harceleurs comprirent qu'ils avaient commis une erreur monumentale. Avant de nous plonger dans l'histoire poignante de Chloé, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Laissez le nom de votre ville et de votre pays dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous confortablement installé dans votre salon en Provence? Ou peut-être dans votre cuisine en Bretagne, ou encore en pause café dans un bureau au Québec? Faites-le moi savoir, car ce récit de courage, de communauté et de protection est universel. Il transcende les frontières, et je suis curieux de voir jusqu'où le message de Chloé résonnera aujourd'hui. Bien, revenons au commencement. Chloé Martin avait 7 ans, tout juste 7 ans. Elle adorait les dinosaures, collectionnait les autocollants de chiots et rêvait de devenir vétérinaire. Elle vivait avec sa mère, Sandrine, dans une petite maison modeste de 2 chambres sur la rue des Chênes à Villeneuve-sur-Loire, une bourgade tranquille où tout le monde se connaissait, où les voisins se saluaient d'un signe de la main depuis leur perron, et où, supposément, rien de grave n'arrivait jamais. Sandrine était infirmière à l'hôpital local de la Touraine, enchaînant les gardes doubles presque chaque semaine simplement pour payer les factures d'électricité et mettre de la nourriture sur la table. L'argent était rare, mais leur foyer débordait d'amour. Chaque matin, Sandrine tressait les cheveux de Chloé avant de l'envoyer à l'école. Chaque soir, elles lisaient un livre ensemble avant de dormir. Le rire de Chloé emplissait les petites pièces de la maison. C'était une enfant heureuse, une enfant ordinaire. Mais il y a 3 semaines, tout avait basculé. Ce qui avait commencé par de simples moqueries dans la cour de récréation s'était métamorphosé en quelque chose de bien plus sombre et insidieux. Tout débuta un mardi de fin octobre. Chloé se rendait à sa classe de CE1 lorsque 3 garçons plus âgés lui barrèrent le passage dans le couloir. Lucas Duval et son cousin, Léo Durand, étaient en CM2. Plus grand, plus bruyant, et animé d'une cruauté désinvolte. Le 3e garçon, un élève de 6e nommé Connor, se contentait de ricaner en retrait. Lucas arracha le sac à dos de l'épaule de Chloé, et ses livres s'éparpillèrent sur le carrelage froid. Alors qu'elle se penchait pour les ramasser, Léo les envoya valser d'un coup de pied au fond du couloir. Les autres enfants passaient, tête baissée, feignant de ne rien voir. Les professeurs étaient déjà dans leur classe, les portes closes. « Regardez la petite », grimaça Lucas. « Elle va pleurer. Elle va courir voir sa maman. » Chloé ne pleura pas. Pas à ce moment-là. Elle rassembla ses affaires, les mains tremblantes, et s'éloigna. Elle se persuada que ce n'était rien. Juste des gamins méchants qui faisaient les malins. Ça allait s'arrêter. Mais ça ne s'arrêta pas. Le lendemain, ils lui prirent son argent pour la cantine. Le jour suivant, ils l'enfermèrent dans un casier. À la fin de la première semaine, Lucas et Léo avaient fait de Chloé leur cible privilégiée. Ils l'attendaient dans les couloirs, la suivaient jusqu'aux toilettes, lui murmuraient des paroles venimeuses lorsque les enseignants avaient le dos tourné. Personne ne t'aime. T'es moche. Ta mère est tellement pauvre qu'elle peut même pas t'acheter des vêtements corrects. Chloé commença à emprunter des chemins détournés dans l'école, essayant désespérément de les éviter. Mais l'école primaire Jules Ferry n'était pas si grande. Il n'y avait nulle part où se cacher. La 2e semaine, le harcèlement monta d'un cran. Lucas se mit à lui faire des croche-pieds à la cantine. Un jour, elle tomba lourdement, son plateau s'écrasant sur le sol dans un bruit fracassant. La nourriture éclaboussa sa chemise. Toute la salle à manger éclata de rire. Chloé courut se réfugier aux toilettes et y resta jusqu'à la fin de la pause déjeuner. Après ça, elle cessa de manger à la cantine. Elle se cachait à la bibliothèque, faisant semblant de lire, l'estomac noué par la faim. Léo commença à la suivre après l'école. Il marchait à une dizaine de mètres derrière elle, juste assez près pour que Chloé sente sa présence menaçante. Juste assez loin pour qu'elle ne puisse pas prouver qu'il la suivait. Parfois, Lucas l'accompagnait.
Il riait, pointait le doigt. Il lui lançait des phrases qui la glaçaient. On sait où tu habites, Chloé. Tu ferais mieux de faire attention. Demain, ce sera pire. Chloé se mit à faire des cauchemars. Elle se réveillait en hurlant, recroquevillée sous ses couvertures. Sa mère accourait dans sa chambre, demandant ce qui n'allait pas. Mais Chloé ne trouvait pas les mots. La peur était trop grande pour être formulée. Elle cessa de jouer avec ses peluches, arrêta de dessiner, ne riait plus. Chloé Martin, la petite fille de 7 ans qui aimait les dinosaures et voulait sauver les animaux, s'effaçait peu à peu. Elle apprenait à devenir invisible, à être silencieuse, à survivre. Et le pire dans tout ça, c'est que Chloé n'était plus une enfant. Mais elle ignorait que ces garçons plus âgés n'étaient qu'un début. Quelqu'un d'autre l'observait, quelqu'un de bien plus dangereux. Sandrine remarqua les changements immédiatement. Comment aurait-elle pu faire autrement? Sa fille, sa petite fille si vive, intelligente et curieuse, était devenue silencieuse. Chloé ne parlait plus pendant le dîner, ne posait plus de questions, n'était plus Chloé. Puis les cauchemars commencèrent. 2, parfois 3 fois par nuit, Sandrine était tirée de son sommeil par les cris de sa fille. Elle se précipitait dans la chambre de Chloé pour la trouver assise, droite comme un piquet dans son lit, les yeux écarquillés de terreur, le souffle court. « Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a » Parle à maman. Mais Chloé se contentait de secouer la tête et de pleurer. Sandrine commença à avoir des bleus sur ses bras et ses genoux. Une fois, une vilaine éraflure au coude que Chloé expliqua par une chute dans la cour. Mais Sandrine était infirmière depuis 12 ans. Elle savait faire la différence entre un accident et autre chose. Un matin, Chloé refusa d'aller à l'école. Elle s'enferma dans la salle de bain, sanglotant, suppliant sa mère de ne pas l'y forcer. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Je ne peux pas y retourner. S'il te plaît. » Le cœur de Sandrine se brisa. Elle appela son travail pour prendre un jour de congé, serra sa fille dans ses bras pendant 1 heure jusqu'à ce que les pleurs cessent, puis prit une décision. Si vous avez déjà ressenti cette impuissance en voyant un enfant souffrir, vous comprenez ce que Sandrine a ressenti. Si cette histoire vous touche, dites-le moi dans les commentaires. Votre voix compte, car Sandrine a fait ce que n'importe quel parent aurait fait. Elle est allée à l'école. Elle a exigé qu'il protège sa fille, et ce qu'ils lui ont dit l'a hantée pendant des années. Le lendemain matin, Sandrine entra dans l'école primaire Jules Ferry avec le feu au cœur. Elle avait pris un autre jour de congé, un jour qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, mais rien n'était plus important que la sécurité de sa fille. Elle demanda à voir le directeur, Monsieur Petit, sur le champ. 20 minutes plus tard, Sandrine était assise dans un bureau exigu face au directeur et à la conseillère d'orientation, Madame Patterson. Le bureau empestait le café froid et le papier de photocopieuse. Le tic-tac d'une horloge murale résonnait bruyamment. Sandrine ne perdit pas de temps. Elle leur raconta tout. Les incidents dans le couloir, à la cantine, l'humiliation, les menaces, la filature, les bleus, les cauchemars. Sa voix se brisa lorsqu'elle décrivit Chloé sanglotant sur le sol de la salle de bain, trop terrifiée pour aller à l'école. « Ma fille est terrorisée, » dit Sandrine, les mains tremblantes. Lucas Duval et Léo Durand font de sa vie un enfer. Vous devez faire quelque chose. Vous devez la protéger. Le directeur Petit se renversa dans son fauteuil, l'air détaché, presque ennuyé. « Madame Martin, dit-il lentement, je comprends votre inquiétude, mais d'après ce que je vois, il s'agit de conflits enfantins normaux. Les enfants se taquinent. Cela fait partie de l'apprentissage de la vie. » Sandrine le dévisagea, incrédule. La conseillère, Madame Patterson, intervint avec un sourire compatissant qui n'atteignait pas ses yeux. « Chloé est une enfant sensible, dit-elle doucement. Peut-être qu'elle interprète mal des taquineries amicales comme du harcèlement. Parfois, les enfants doivent s'endurcir un peu, apprendre à se défendre, à s'affirmer. » La voix de Sandrine monta d'un cran. S'affirmer? Elle a 7 ans, et elle est ciblée par des enfants qui font 2 fois sa taille. Le directeur Petit leva la main. « Madame Martin, ne soyons pas si dramatiques. Les garçons sont des garçons. C'est ainsi qu'ils apprennent les dynamiques sociales. Si nous surprotégeons Chloé à chaque fois que quelqu'un blesse ses sentiments, nous ne la préparons pas au monde réel. » Ils dirent que Chloé était trop sensible, que les garçons sont des garçons,
qu'elle devait s'endurcir. Sandrine quitta le bureau, tremblant de rage et d'incrédulité. Elle était venue chercher de l'aide, une protection pour son enfant, et ils l'avaient renvoyée. Pire encore, ils avaient blâmé Chloé. Mais il y avait quelque chose que Sandrine ignorait. Le directeur Petit avait un secret, et ce secret était sur le point de mettre Chloé dans un danger encore plus grand. Cet après-midi-là, Sandrine se rendit à la gendarmerie de Villeneuve-sur-Loire. Si l'école ne faisait rien, peut-être que la gendarmerie le ferait. L'adjudant Nicolas Laurent, un homme d'âge mûr aux tempes grisonnantes, écouta patiemment Sandrine déposer sa plainte. Il prit des notes, hochant la tête de temps en temps, son stylo crissant sur le papier. Donc, des garçons plus âgés harcèlent votre fille, résuma-t-il. Harcèlement verbal, quelques bousculades, ils la suivent après l'école? Oui, dit Sandrine. Et je crains que ça n'empire. Ils savent où nous habitons. Ils la menacent. Le gendarme Laurent posa son stylo et la regarda avec des yeux fatigués. Madame Martin, je comprends. Vraiment. Mais légalement, il n'y a pas de crime ici. Les enfants se disent des méchancetés. Ils se bousculent. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas criminel. Il la terrorise, insista Sandrine. Je comprends ce que vous ressentez, dit prudemment le gendarme Laurent. Mais nous ne pouvons pas arrêter des enfants pour des chamailleries de cours de récréation. C'est à l'école de gérer ça par le biais de leurs procédures disciplinaires. L'école ne fera rien. Il soupira. Écoutez, je vais mettre une note dans notre système. Si les choses s'enveniment, s'il y a une agression physique réelle, si les menaces deviennent spécifiques et crédibles, appelez-nous immédiatement. Mais pour l'instant, mes mains sont liées. Ce ne sont que des enfants. Appelez-nous si ça devient sérieux. Des enfants qui sont des enfants. La même phrase, le même renvoi. Sandrine sortit de la gendarmerie, se sentant plus seule que jamais. Les personnes chargées de protéger les enfants, les éducateurs, les forces de l'ordre, avaient tout abandonné sa fille. Le désespoir et l'impuissance l'étouffaient. Ce que Sandrine ne réalisait pas encore, c'est ce que le docteur Elena Martinez, une psychologue pour enfants, avait passé sa carrière à étudier. Lorsque les institutions échouent à protéger les enfants vulnérables, lorsque les adultes qualifient leur peur d'hypersensibilité, ils ne font pas que laisser le problème sans solution, ils l'aggravent. Ils apprennent aux prédateurs qu'ils peuvent agir en toute impunité. Ils apprennent aux victimes que personne ne viendra les aider. Et ils créent les conditions d'une escalade, car les harceleurs, lorsqu'ils sont ignorés, ne s'arrêtent pas. Ils deviennent plus audacieux. Cette nuit-là, Sandrine s'assit de nouveau avec Chloé. Elle devait comprendre exactement ce qui se passait. Elle avait besoin de détails pour savoir comment procéder. Ma chérie, dit-elle doucement en prenant les petites mains de Chloé dans les siennes. Tu dois tout me raconter. Chaque chose que ces garçons ont faite, même les choses qui font peur. Chloé resta silencieuse un long moment. Puis, d'une voix si basse que Sandrine dut se pencher pour l'entendre, Chloé dit quelque chose qui glaça le sang de sa mère. Ce ne sont plus seulement Lucas et Léo, maman. Le cœur de Sandrine s'arrêta. Que veux-tu dire? Il y a un garçon plus grand dans une voiture. Quel garçon plus grand? Quelle voiture? Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Je ne connais pas son nom, mais il est grand, comme un adulte, et il conduit une voiture noire. Il a commencé à me suivre en rentrant de l'école la semaine dernière. Au début, je pensais qu'il était juste là, mais je l'ai vu 3 jours de suite. Et hier? Hier? Quoi, ma chérie? Hier, il a baissé sa vitre et il a dit qu'il savait où on habitait. Il a dit, tu devrais faire attention. Il souriait, maman. Mais ce n'était pas un sourire gentil. Un frisson glacial parcourut les veines de Sandrine. Ce n'était plus du harcèlement scolaire. C'était un adolescent, ou peut-être un jeune adulte, qui traquait sa fille de 7 ans, la menaçant à sa porte. Sa petite fille était prise pour cible, et l'école, la gendarmerie, il n'avait rien fait. Il lui avait dit que ce n'était pas assez grave. Il lui avait dit d'attendre que quelque chose de pire arrive. Est-ce que ça devait vraiment empirer? Sandrine serra Chloé contre elle cette nuit-là, son esprit tourbillonnant. Elle rappellerait la gendarmerie demain. Elle retournerait à l'école. Elle ferait tout ce qu'il faudrait.
Mais Sandrine ne savait pas que Chloé était sur le point de prendre les choses en main. Et sa solution allait tout changer. Car parfois, quand le système vous laisse tomber, quand les adultes qui sont censés vous protéger vous tournent le dos, vous devez trouver votre propre survie. Vous devez trouver vos propres protecteurs. Même si vous n'avez que 7 ans. Même si les protecteurs que vous choisissez terrifient tous les autres. Si vous pensez qu'aucun enfant ne devrait affronter cela seul, cliquez sur le bouton d'abonnement, car cette histoire est sur le point de vous montrer à quoi ressemble une vraie protection. Chloé n'avait pas dormi depuis 3 nuits. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait cette voiture noire. Elle voyait le sourire de l'homme, froid et prédateur. Elle entendait sa voix. « Je sais où tu habites. » Dans ses cauchemars, la voiture la poursuivait dans des rues sans fin. Parfois, Lucas et Léo étaient sur la banquette arrière, riant aux éclats. Parfois, la portière s'ouvrait et des mains se tendaient vers elle. Elle se réveillait en suffoquant, son pyjama trempé de sueur, son petit cœur battant à tout rompre contre ses côtes. La 3e nuit, Chloé se réveilla à 2 heures du matin au son d'un bruit qui lui tordit les entrailles. Sa mère pleurait. Sandrine pensait que Chloé dormait. Elle pensait qu'elle n'entendait rien à travers les murs fins de la petite maison, mais Chloé entendait tout. « Je ne sais plus quoi faire », sanglotait sa mère au téléphone, parlant à la grand-mère de Chloé. « Personne ne veut nous aider. L'école n'écoute pas. La gendarmerie n'écoute pas. Et maintenant, il y a cet adolescent qui la menace, qui la suit, et je ne peux pas. Je ne peux pas la protéger. Je dois travailler. Je ne peux pas être avec elle à chaque seconde. Et si quelque chose arrivait? Et si je la perdais? » Chloé resta allongée dans son lit, fixant le plafond, écoutant sa mère s'effondrer. Et quelque chose bascula dans l'esprit de cet enfant de 7 ans. Maman ne peut pas me protéger. Les professeurs ne peuvent pas me protéger. Les gendarmes ne peuvent pas me protéger. Personne ne vient. Alors Chloé prit une décision qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait jamais avoir à prendre. Elle allait trouver ses propres protecteurs. Et elle savait exactement où les chercher. Quelques semaines plus tôt, quand la vie de Chloé était encore normale, Sandrine l'emmenait parfois prendre le petit déjeuner au bistrot de Rosalie. C'était leur rituel du samedi matin. Des crêpes au chocolat pour Chloé, un café et des œufs brouillés pour sa mère. Elle s'asseyait à leur table dans le coin et parlait de la semaine de Chloé, de ses amis, du livre qu'elles lisaient ensemble. Ce samedi matin-là, Chloé les avait remarqués immédiatement. Les motards. 8, peut-être 10 d'entre eux, étaient assis au long comptoir qui longeait la vitrine du bistrot. C'étaient des hommes imposants, leurs gilets de cuir tendus sur de larges épaules, leurs bras couverts de tatouages. Leur moto rutilait sur le parking, tout en chrome et en acier, puissante et bruyante. Chloé n'avait jamais vu de gens comme eux. Ils ressemblaient à des personnages de films, dangereux et effrayants. Les autres clients leur lançaient des regards de loin, évitant le contact visuel, parlant à voix basse. Mais Chloé, avec la curiosité sans phare d'un enfant, les observait. Elle les vit rire ensemble, des éclats de rire profond qui emplissaient le petit bistrot. Elle vit le plus grand d'entre eux, un homme avec une barbe grise et des yeux étonnamment doux, laisser un pourboire généreux à la serveuse. Elle les regarda tenir la porte à une vieille dame qui peinait avec son déambulateur, et l'un d'eux porta même son sac de course jusqu'à sa voiture. Ils avaient l'air redoutables, mais ils n'agissaient pas de manière redoutable. Et Chloé remarqua autre chose. Tout le monde avait peur d'eux. Les autres clients, même certains adultes, regardaient ces hommes et voyaient le danger. Ce matin-là, dans l'esprit de Chloé, 7 ans, une pensée avait germé. Si tout le monde a peur d'eux, alors peut-être que les méchants aussi auront peur d'eux. C'était une logique d'enfant, simple, pure, et elle s'était logée au fond de son esprit. Maintenant, 3 semaines de cauchemars plus tard, 3 nuits sans sommeil, après avoir entendu sa mère pleurer, Chloé se souvint de ces hommes. Elle ne connaissait pas leur nom, ne savait pas qu'ils étaient les anges de l'enfer, ne connaissait rien de leur réputation, de leur histoire, ou des clubs de motards en général. Elle savait juste qu'ils avaient l'air forts. Elle savait que les gens avaient peur d'eux, et elle savait que personne d'autre ne l'aiderait. Ce mercredi matin, 12 novembre, 6h45. Chloé entendit sa mère allumer la douche. Sandrine commençait tôt à l'hôpital, de 7h à 19h, et elle était, comme toujours, pressée par le temps.
Chloé avait une fenêtre d'environ 10 minutes avant que sa mère ne vienne la réveiller pour l'école. Elle n'hésita pas. Elle sortit de son lit, déjà habillée. Elle avait dormi dans ses vêtements, ayant planifié son coup. Elle attrapa son sac à dos, y glissa son dinosaure en peluche préféré pour se donner du courage, et se faufila par la porte d'entrée alors que le bruit de la douche couvrait sa fuite. L'air du matin était vif et froid. Le soleil n'était pas encore levé, juste une lueur grise à l'horizon. Les rues de Villeneuve-sur-Loire étaient désertes, à l'exception de quelques lève-tôt se rendant au travail. Chloé se mit à marcher. 4 pâtés de maison. C'était tout. 4 pâtés de maison de sa maison au bistrot de Rosalie. Elle avait fait ce chemin des dizaines de fois avec sa mère, mais seule, dans la pénombre de l'aube, ces 4 pâtés de maison semblaient faire des kilomètres. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de peur. Et s'il disait non? Et s'il se moquait d'elle? Et s'ils étaient méchants? Et si sa mère la rattrapait avant qu'elle n'arrive? Mais une voix plus forte en elle répondit, et s'il disait oui? Chloé passa devant l'épicerie de Monsieur Chin, encore sombre et silencieuse. Devant la laverie automatique où les machines ronronnaient déjà. Devant le terrain vague où les enfants jouaient au foot après l'école. À chaque pas, sa détermination grandissait. C'était sa seule chance, sa seule idée. Si cela ne fonctionnait pas, elle ne savait pas ce qu'elle ferait. Mais elle devait essayer, car la peur de demander de l'aide n'était rien comparée à la peur qu'elle vivait chaque jour. La peur d'aller à l'école, la peur de rentrer chez elle, la peur de fermer les yeux la nuit. Chloé tourna au coin de la grande-rue. Et là, il y avait le bistrot de Rosalie. Son enseigne au néon clignotait dans la lumière naissante, et garée devant, comme avant, une rangée de motos. 8 d'entre elles, chrome étincelant, celles en cuir brillant. Ils étaient là. Chloé resta de l'autre côté de la rue, face au bistrot, paralysée pendant une minute entière. À travers la vitrine, elle pouvait les voir. Les mêmes hommes. Le grand avec la barbe grise était au comptoir. Les autres étaient dans une banquette, des tasses de café, des assiettes de petit déjeuner, une scène presque normale. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut s'agripper aux bretelles de son sac à dos pour rester stable. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Chaque instinct dans son corps de 7 ans lui hurlait de courir, de rentrer à la maison, de se cacher. C'étaient des hommes adultes, des hommes effrayants, des inconnus que sa mère lui avait dit de ne jamais approcher, des hommes que tout le monde évitait. Mais Chloé pensa au poing de Lucas s'abattant sur son épaule. Elle pensa à Léo la suivant sur le chemin du retour. Elle pensa à la voiture noire, au sourire froid de l'homme. « Je sais où tu habites. » Elle pensa à sa mère en pleurs, se sentant impuissante et seule. Et Chloé fit un pas en avant. Puis un autre. Puis elle traversa la rue. Elle marcha à travers le parking, se faufilant entre les motos massives qui semblaient plus grandes qu'elle. Puis elle poussa la porte du bistrot, la petite cloche au-dessus tintant joyeusement. La conversation cessa net. Toutes les têtes se tournèrent. Les motards la regardèrent. Une petite fille, dans un manteau violet, avec un sac à dos dinosaure, se tenant seule sur le seuil à 6h55 du matin. Les jambes de Chloé menaçaient de se dérober sous elle. Sa bouche était sèche, mais elle avança. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Elle marcha droit vers le plus grand, le plus effrayant des hommes qu'elle ait jamais vu. L'homme à la barbe grise et au gilet de cuir couvert d'écussons. Celui dont les bras étaient plus larges que le torse de Chloé. Stéphane Dubois, président du chapitre de Villeneuve-sur-Loire des Anges de l'Enfer, baissa les yeux vers la petite fille qui se tenait devant lui, et il vit les larmes non versées dans ses yeux, le tremblement de ses membres, la terreur absolue et le courage immense contenu dans ce même petit corps. Chloé leva les yeux vers lui. Elle ouvrit la bouche et prononça les mots qui allaient tout changer. Ce que Chloé dit ensuite allait figer ces hommes endurcis, habitués à tout. Et quand ils comprirent pourquoi elle demandait cela, tout bascula. Chloé leva les yeux vers l'homme immense à la barbe grise et prononça les mots qu'elle avait répétés dans sa tête pendant les 4 longs pâtés de maison. « J'ai besoin que vous m'emmeniez à l'école. Il y a des méchants qui essaient de me faire du mal et personne ne m'aide. » Le silence dans le bistrot devint total. Les tasses de café se figèrent à mi-chemin des lèvres. Les fourchettes s'immobilisèrent. Tout le monde au bistrot de Rosalie entendit cette petite fille de 7 ans supplier les hommes les plus redoutés de Villeneuve-sur-Loire de la protéger. Stéphane Dubois,
président du chapitre local des Anges de l'Enfer, 52 ans, ancien des troupes de marine ayant servi 2 fois en Afrique, avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Il avait vu la guerre. Il avait vu la mort. Il avait vu l'humanité dans ce qu'elle a de pire, et parfois, de meilleur. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à la vue de cet enfant terrifié se tenant devant lui, tremblante mais refusant de fuir. Lentement, Stéphane descendit de son tabouret, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur des yeux de Chloé. Sa voix, quand il parla, était douce, mesurée, la voix d'un homme qui comprenait la peur parce qu'il avait passé 20 ans à apprendre à de jeunes soldats comment y faire face. « Ma petite, dit-il. Où est ta maman? C'est elle que tu es ici? » Chloé secoua la tête, les larmes dévalant enfin ses joues maintenant que les mots étaient sortis. Elle est à la maison, elle se prépare pour le travail. Elle a essayé de m'aider. Elle est allée à l'école et ils ont dit que j'étais trop sensible. Elle est allée à la gendarmerie et ils ont dit que c'était juste des enfants qui jouaient. Mais ce ne sont pas que des enfants. Il y a des garçons plus grands et ils me font mal et ils me suivent. Et il y a un homme dans une voiture et il sait où j'habite et j'ai peur et personne ne m'aide et je ne savais pas quoi faire d'autre. Tout sorti d'un seul souffle haletant. 3 semaines de terreur condensées en 30 secondes. Et pendant que Chloé parlait, l'expression de Stéphane Dubois changea. La confusion s'effaça, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus protecteur, de plus en colère. Derrière lui, Pierre Bernard, 64 ans, 12 ans dans les forces spéciales, connu de tous sous le nom de Fantôme, se leva de sa table. Il s'approcha et s'agenouilla à côté de Stéphane, sa silhouette massive semblant se contracter, devenir moins intimidante alors qu'il s'adressait à l'enfant effrayé. « Petite, dit Pierre d'une voix grave et rauque. On va t'aider, mais tu dois tout nous dire. Tu peux faire ça? Tu peux nous parler de ceux qui te font du mal? » Chloé hocha la tête et commença à parler. Elle leur parla de Lucas Duval et de son cousin Léo, des incidents dans le couloir, de l'humiliation à la cantine, de l'argent du déjeuner volé, des bleus. Elle leur parla de la filature après l'école, des menaces, des cauchemars. Et puis elle leur parla de la voiture. Une voiture noire, dit Chloé, sa voix se réduisant à un murmure. Et le garçon qui la conduit est grand, comme un adulte. La semaine dernière, il a commencé à me suivre, et il y a 3 jours, il a baissé sa vitre et il a dit qu'il savait où j'habitais. Il a dit, tu devrais faire attention. Ma mère a appelé les gendarmes, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas encore de crime. Pas encore? Répéta Stéphane, la mâchoire serrée. Chloé hocha la tête. Cette voiture, dit Pierre avec précaution. Tu peux nous la décrire? C'est quel genre de voiture? Je ne connais rien aux voitures, dit Chloé. Mais il y a un autocollant sur la vitre arrière. Un autocollant du club de rugby du lycée. Stéphane et Pierre échangèrent un regard. Puis Stéphane posa la question dont il connaissait déjà la réponse. As-tu vu la plaque d'immatriculation, ma chérie? Chloé récita les chiffres, mémorisés par pur instinct de survie. Et quand elle eut fini, Stéphane Dubois se raidit. Parce qu'il savait exactement qui était Enzo Leroy. Lentement, Stéphane se releva, ses genoux craquant. Il se tourna vers les autres motards dans le bistrot et leur fit un bref signe de tête. 3 d'entre eux se levèrent instantanément et le rejoignirent dans le coin le plus éloigné du restaurant. Hors de portée de voix de Chloé, ils formèrent un cercle serré, parlant à voix basse, rapidement. Enzo Leroy, dit Stéphane. Le simple nom fit se tendre les autres motards. Le fils de Jean Moreau, le fils du conseiller municipal, demanda Pierre. 17 ans. 3 plaintes officielles déposées contre lui ces 2 dernières années. Harcèlement, agression, harcèlement criminel. 2 concernaient des filles du lycée. Une concernait une femme qui travaille à l'épicerie. Rien n'a jamais abouti. Papa a tout fait disparaître. Il a utilisé son influence, menacé de poursuites judiciaires, acheté les gens. Le gamin sait qu'il est intouchable. Un autre motard, Tony Chen Rodriguez, prit la parole. Et pour l'école, le directeur a renvoyé la mère. Le visage de Stéphane s'assombrit. Le directeur petit est le beau-frère de Jean Moreau. Marié à sa sœur. Toute l'affaire était une protection familiale. Ce n'était pas seulement du harcèlement.
C'était une famille puissante qui utilisait son statut pour protéger un prédateur en devenir. Ils avaient construit un système où chaque plainte disparaissait, où les victimes étaient réduites au silence, où un adolescent aux pulsions dangereuses était libre d'agir parce que son père détenait le pouvoir politique. Et ce prédateur venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Il avait ciblé une enfant qui venait de trouver la protection des motards. Car Chloé ne savait peut-être pas ce qu'elle faisait en entrant dans ce bistrot. Mais elle venait de faire quelque chose de profond. Elle avait fait appel à des hommes qui comprenaient ce que signifiait protéger les innocents. Des hommes qui avaient passé leur carrière militaire à faire exactement cela. Des hommes qui n'avaient peur ni des conseillers municipaux, ni des directeurs d'école, ni d'un système corrompu. Si ce genre de corruption vous met en colère, commentez, plus de protection pour les harceleurs. Chaque commentaire aide à lutter contre ce type d'abus de pouvoir. Stéphane sortit son téléphone portable. Ses doigts volèrent sur l'écran, affichant des informations qu'il suivait depuis des mois. Des photos apparurent. Le conseiller Jean Moreau serrant des mains lors de collecte de fonds, coupant des rubans lors d'événements communautaires, souriant aux caméras, son fils Enzo à ses côtés lors d'un match de rugby. Le même sourire froid que Chloé avait décrit. Le directeur Petit était à l'arrière-plan sur quelques photos, un membre du clan familial. Je surveille Moreau depuis un moment, dit doucement Stéphane. Je le soupçonnais d'être corrompu, d'utiliser sa position pour couvrir son fils. Mais je n'avais aucune preuve. Aucune victime n'était prête à parler parce qu'elle savait que le système était truqué. Il jeta un coup d'œil à Chloé, toujours au comptoir, à qui Rosalie, la propriétaire, venait de donner un chocolat chaud. Jusqu'à maintenant. Pierre croisa les bras. Alors, quel est le plan ? Stéphane Dubois avait servi 20 ans dans les troupes de marine. Il avait connu des zones de guerre et des déserts à l'autre bout du monde. Il avait mené des hommes au combat, pris des décisions impossibles sous le feu, savait quand négocier et quand utiliser une force écrasante. Mais ceci était personnel. Il s'agissait d'une petite fille de 7 ans que chaque adulte de sa vie avait laissé tomber, qui était si désespérée qu'elle avait dû se tourner vers des inconnus parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Et Stéphane était sur le point de passer un appel qui allait secouer tout le département. « Appelez tout le monde », dit Stéphane. Tous les chapitres dans un rayon de 3 régions. Tous les vétérans que nous connaissons, tous ceux qui ont déjà porté un écusson. Dites-leur que nous avons besoin d'eux ici avant 8h30 ce matin. Dites-leur pourquoi. Il regarda sa montre. 7h05. Ça leur laisse un peu moins de 90 minutes. Et que quelqu'un appelle la mère de Chloé. Elle doit être hors d'elle. Stéphane Dubois sortit dans l'air froid du matin et commença à passer des appels. Le premier fut pour Philippe Leclerc, président du chapitre de Lyon, à 2 heures de route. Stéphane raconta l'histoire simplement. Une fillette de 7 ans traquée par le fils d'un conseiller municipal. L'école n'aide pas. La gendarmerie n'aide pas. Elle est venue nous voir. Nous l'emmenons à l'école à 8h30. Combien d'hommes peux-tu amener ? La réponse de Philippe fut immédiate. On arrive à 20. Donne-moi 45 minutes. Le deuxième appel fut pour le club de moto d'anciens combattants de Dijon. Le troisième pour les Iron Riders de Grenoble. Le quatrième pour un club indépendant de Clermont-Ferrand. Stéphane n'eut pas besoin de beaucoup expliquer. Quand on dit à des motards qu'un enfant a besoin de protection, qu'elle a été abandonnée par tous les systèmes conçus pour la protéger, qu'elle s'est tournée vers des inconnus parce qu'elle n'avait personne d'autre, on n'obtient pas de questions. On obtient des réponses. On arrive. Comptez sur nous. En route. À l'intérieur du bistrot, Monique Lefebvre, alias Rosalie, avait installé Chloé sur une banquette dans le coin et lui avait apporté un chocolat chaud avec un supplément de chantilly. Les autres motards gardaient leur distance, ne voulant pas l'accabler, mais ils veillaient, protecteurs et alertes. Cette petite fille était devenue leur responsabilité à l'instant où elle avait demandé de l'aide. À 7h15, Stéphane passa un autre appel, cette fois au portable de Sandrine Martin. Sandrine répondit à la première sonnerie, sa voix paniquée et haletante. « Allô ? Allô ? Avez-vous vu une petite fille ? 7 ans. Manteau violet. Madame Martin, ici Stéphane Dubois. Votre fille est en sécurité. Elle est avec moi au bistrot de Rosalie sur la Grand-Rue. » Il y eut un silence stupéfait. « Mais... qui êtes-vous ?
Pourquoi ma fille est-elle avec vous? J'appelle la gendarmerie. Madame, interrompit doucement Stéphane. Chloé est venue nous voir. Elle a marché seule jusqu'ici ce matin et nous a demandé de l'aide. Elle nous a tout raconté sur le harcèlement, sur Enzo Leroy, sur la façon dont l'école et la gendarmerie vous ont renvoyé. Et madame, nous allons l'aider. Mais nous avons besoin de vous ici. Pouvez-vous venir au bistrot? Sandrine avait déjà ses clés de voiture en main et courait vers sa voiture. J'arrive dans 2 minutes. Ne la quittez pas des yeux. À 7h30, le plan était en place. Le message avait été envoyé à des dizaines de chapitres dans 3 régions. Les chaînes téléphoniques étaient activées. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté des motards. Enfants en danger. Défaillance du système. Mobilisation. Et maintenant, ils arrivaient de partout. De Lyon, 20 motards firent vrombir leur moteur et s'engagèrent sur l'autoroute, une formation de Harley rugissante. De Dijon, 15 anciens combattants enfilèrent leurs casques et prirent la route. De Grenoble, une douzaine de membres d'un club de motards appelèrent leur patron pour dire qu'elles seraient en retard et mirent le cap sur Villeneuve-sur-Loire. Des petites villes et des grandes cités, des associations d'anciens combattants, des garages et des allées de toute la région, les motards avaient entendu l'appel et y répondaient. Ils venaient parce que l'un d'eux leur avait demandé. Ils venaient parce qu'un enfant avait besoin de protection. Ils venaient parce que lorsque le système s'effondre, la fraternité, elle, tient bon. La voiture de Sandrine crissa sur le parking du bistrot à 7h22. Elle se précipita à l'intérieur, les yeux fous de panique, et vit immédiatement Chloé dans la banquette du coin. Les retrouvailles furent instantanées et chargées d'émotion. Sandrine serra sa fille dans ses bras, si fort que Chloé laissa échapper un petit cri. « Ne me refais plus jamais ça », sanglota Sandrine. « J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. »« Je suis désolée, maman », murmura Chloé. « Mais j'avais besoin d'aide. » Sandrine leva les yeux et vit pour la première fois vraiment la foule de motards. 8 hommes massifs en gilet de cuir couverts de tatouages et d'écussons, les regardant avec une tendresse inattendue. Son premier instinct fut la peur. C'était exactement le genre d'homme qu'elle avait appris à Chloé d'éviter. Mais ensuite, elle vit leurs expressions, l'inquiétude, la protection, la façon dont ils se tenaient entre Chloé et la porte, la gardant instinctivement. Stéphane s'approcha lentement, ses gestes délibérément non menaçants. Il tendit la main. « Madame Martin, je suis Stéphane Dubois. J'ai servi 20 ans dans les troupes de marine. Ces hommes sont mes frères. La plupart sont aussi des anciens combattants. Votre fille est l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Elle a marché vers de parfaits inconnus et a demandé de l'aide parce que tous les adultes en position d'autorité l'ont laissé tomber. Cela demande un courage que la plupart des hommes adultes n'ont pas. » Il fit une pause, la laissant assimiler. « Madame, votre fille est une guerrière, et nous allons nous assurer qu'elle n'aura plus jamais à l'être. » Sandrine regarda cet homme, cet étranger intimidant en cuir, et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines. Elle vit quelqu'un qui la croyait, quelqu'un qui comprenait le danger, quelqu'un qui était prêt à faire quelque chose. Elle s'effondra. Des semaines de frustration, de peur et d'impuissance se déversèrent en sanglots déchirants. Stéphane lui tendit une serviette en papier et attendit patiemment qu'elle reprenne son calme. « Vous allez vraiment l'aider » demanda-t-elle enfin. « Madame » dit Pierre de l'autre côté du bistrot. « Nous n'allons pas seulement l'aider. Nous allons nous assurer que chaque personne dans cette ville sache qu'elle est protégée. Personne ne la touchera. Personne ne la menacera. Et quant à Enzo Leroy, il est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. » Pour la première fois depuis des semaines, Sandrine sentit une lueur d'espoir. Un espoir réel. Pas le genre d'espoir désespéré et fragile, mais la certitude solide que sa fille serait en sécurité. Mais l'espoir ne suffisait pas. Stéphane était sur le point d'envoyer un message, si fort et si clair que chaque prédateur de cette ville l'entendrait. Et cela commencerait dans exactement 15 minutes. Car à 7h45, la première vague de motos arriva. 5 motos roulèrent sur le parking du bistrot. Puis 8 autres, puis une douzaine. La rue devant le bistrot de Rosalie était maintenant remplie de motos. Du chrome et de l'acier scintillant au soleil du matin. Des drapeaux français attachés aux motos claquaient au vent.
Le grondement des moteurs se répercutait sur les bâtiments. 50 motos, puis 70, puis 100. Ils continuaient d'arriver. Des anciens combattants, des vieillards à la barbe grise qui avaient servi en Afrique. Des hommes d'âge mûr qui avaient été dans les Balkans. Des motards plus jeunes qui avaient servi en Afghanistan. Des motardes, des mères et des grands-mères qui comprenaient ce que signifiait protéger un enfant. Des familles entières de motards. Des pères avec leurs fils adolescents roulant à leur côté, apprenant ce que signifie défendre les faibles. Ils venaient de 3 régions. Ils avaient quitté leur travail, pris des congés, annulé leurs projets, dépassé les limites de vitesse pour être là à temps, parce qu'une petite fille de 7 ans avait demandé de l'aide. Et les motards répondent à cet appel. Il ne s'agissait pas d'écussons, de clubs ou de rivalité. Il s'agissait du code. On protège ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. On défend les innocents. On ne laisse pas les prédateurs gagner. À 8h15, la foule était si grande que la gendarmerie dut venir détourner la circulation. L'adjudant Laurent, le même qui avait dit à Sandrine qu'il ne pouvait rien faire, se tenait sur le trottoir, regardant avec incrédulité la scène qui se déroulait devant lui. Stéphane se fraya un chemin à travers les rangées de motos, saluant les motards, serrant des mains, expliquant la situation en phrases courtes et directes. Chaque motard à qui il parlait avait la même réaction. La mâchoire serrée, les yeux durs, un hochement de tête compréhensif. C'était maintenant une affaire personnelle pour chacun d'entre eux. À l'intérieur du bistrot, Chloé était collée à la fenêtre, regardant avec admiration le parking se transformer en une mer de cuir et de chrome. Elle avait demandé l'aide de 8 hommes. Elle en avait eu 200. À 8h25, Stéphane rassembla tout le monde. 200 motards étaient alignés, moteur tournant, prêts à partir. Il donna les dernières instructions, la formation, les limites de vitesse, le code de conduite. Ce n'était pas une démonstration de force. C'était un bouclier humain. À 8h30 précise, 200 motos se mirent en route vers l'école primaire Jules Ferry. Le son était assourdissant. Un grondement soutenu qui résonna dans les rues calmes de Villeneuve-sur-Loire. Les fenêtres vibrèrent. Les alarmes de voitures se déclenchèrent. Chaque personne dans un rayon de 6 pâtés de maison s'arrêta et se tourna vers le bruit. Et personne, ni les harceleurs, ni Enzo Leroy, ni même le directeur, n'était préparé à ce qui allait arriver. Chloé se tenait sur le parking du bistrot de Rosalie, tenant la main de sa mère, fixant la mer de motos et de motards en cuir qui les entourait. Sandrine serra la main de sa fille, essayant encore de comprendre ce qui était sur le point de se produire. 200 motards allaient escorter sa fille de 7 ans à l'école. Stéphane Dubois s'approcha d'eux, tenant un petit objet. Il s'agenouilla devant Chloé, son visage buriné adouci. « Chloé, dit-il, avant de partir, je veux te donner quelque chose. » Il lui tendit un minuscule gilet de cuir, taille enfant, clairement fait pour quelqu'un de bien plus petit que les géants qui les entouraient. Au dos, joliment brodé, on pouvait lire « Protégé par les anges ». Ce gilet est spécial, continua Stéphane. Il signifie que tu fais partie de notre famille maintenant. Il signifie que personne ne peut te faire de mal sans devoir nous répondre à tous. Il signifie que tu ne seras plus jamais seul. Veux-tu le porter ? Chloé hocha la tête, sans voix. Stéphane l'aida à enfiler le gilet par-dessus son manteau violet. Il lui allait parfaitement. Sandrine dut se détourner, les larmes coulant sur ses joues, submergée par la bonté de ces étrangers devenus protecteurs. « D'accord, petite, dit Stéphane en se relevant. Tu viens avec moi. Ta mère suivra juste derrière dans sa voiture. D'accord ? Je promets de veiller sur toi. » Chloé regarda l'énorme moto, puis les yeux bienveillants de Stéphane, puis sa mère. Sandrine hocha la tête, lui donnant la permission, même si chaque fibre de son instinct maternel criait que c'était dangereux, elle savait, d'une manière ou d'une autre, elle savait avec une certitude absolue que sa fille n'avait jamais été aussi en sécurité de toute sa vie. Stéphane souleva Chloé sur la moto, la plaçant devant lui où il pouvait l'entourer de ses bras tout en conduisant. Pierre Bernard se plaça immédiatement à leur gauche. Une autre motarde, une femme nommée Sophie Garcia, se plaça à leur droite. En quelques secondes, les 200 motos formèrent un convoi autour d'eux, avec Chloé et Stéphane au centre absolu. Une formation de protection qui aurait rendu fier le GIGN. Les moteurs vrombirent à l'unisson. Le son était si puissant qu'il fit vibrer tout le corps de Chloé.
Et puis, pour la première fois en 3 semaines, Chloé sourit. Un vrai sourire d'enfant de 7 ans, plein d'émerveillement et de soulagement. Le cortège se mit en mouvement. Le son était assourdissant. La vue était inoubliable. Et pour Chloé, assise sur cette moto, entourée de 200 gardiens, c'était comme être portée par une armée d'anges gardiens. Parce que c'était exactement ce qu'ils étaient. Ils se déplacèrent lentement dans les rues de Villeneuve-sur-Loire, en parfaite formation. La circulation s'arrêta. Les piétons se figèrent sur les trottoirs, bouche bée, regardant passer ce défilé sans précédent. Certains sortirent leur téléphone pour filmer. D'autres restaient simplement là, stupéfaits. Le grondement de 200 moteurs Harley-Davidson se répercutait sur les bâtiments, annonçant leur arrivée bien avant qu'on ne les voie. Sandrine suivait dans sa voiture, les larmes coulant toujours, son cœur si plein qu'il menaçait d'éclater. Elle regardait sa fille terrifiée et traumatisée, assise droite sur cette moto, non plus voûtée et craintive. Chloé saluait les gens sur les trottoirs. Elle souriait. Elle était redevenue une enfant. À 8h45, le convoi tourna dans la rue des Saules et l'école primaire Jules Ferry apparut. La scène à l'école était chaotique. Des parents déposaient leurs enfants comme tous les matins, leur faisant un baiser d'adieu, leur rappelant l'heure de la sortie, bavardant avec d'autres parents. Puis ils entendirent le grondement distinct des motos, de plus en plus fort, de plus en plus proche. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu. Les parents se figèrent. Les enfants pressèrent leurs visages contre les vitres des voitures. Toutes les têtes se tournèrent vers le bruit. Et puis ils apparurent. 200 motos surgissant au coin de la rue, se déplaçant en parfaite formation. Les drapeaux français flottant au vent, le chrome brillant au soleil du matin. Et au centre de cette énorme masse, une petite fille dans un manteau violet et un gilet de cuir taille enfant, assise sur une moto avec un homme à la barbe grise qui avait l'air de pouvoir lutter avec un ours. Les mâchoires tombèrent. Les parents se précipitèrent pour prendre leur téléphone. Les enfants pointaient du doigt et criaient d'excitation. Les enseignants sortirent en courant du bâtiment, attirés par le vacarme. La cour de récréation, où les enfants attendaient la cloche du matin, se remplit de murmures stupéfaits. Le directeur petit sortit par la porte d'entrée, son visage passant de la confusion à la pâleur, puis au blanc total lorsqu'il réalisa ce qui se passait. Il reconnut Chloé immédiatement, et à cet instant, il sut que sa carrière était terminée. Les motos formèrent un périmètre de protection autour de toute l'école. Elles ne se garèrent pas au hasard. C'était une précision militaire. Elles créèrent un mur d'acier et de cuir, une barrière qui disait sans un mot, cet enfant est protégé. Cette école est sous surveillance. Et si vous êtes complice de la maltraitance d'enfants, votre temps est écoulé. Stéphane arrêta sa moto juste devant le portail de l'école. Il aida soigneusement Chloé à descendre, s'assurant que ses pieds étaient bien stables sur le sol. Pierre et Sophie se placèrent immédiatement de chaque côté. Sandrine gara sa voiture et se précipita pour rejoindre sa fille. 200 motos formaient un mur de protection autour de l'école. Et quand Chloé descendit de la moto et se dirigea vers le portail, il était clair pour chaque élève, chaque parent, chaque enseignant ce qui se passait. L'enfant la plus vulnérable de l'école était maintenant la mieux protégée. Les élèves dans la cour de récréation applaudirent. Les plus jeunes sautaient sur place, pointant du doigt Chloé, parlant avec enthousiasme des motos. Les plus âgés restaient là, stupéfaits, réalisant soudain que la petite élève de CE1 silencieuse qu'ils avaient vue se faire malmener venait d'arriver avec une armée. Chloé se dirigea vers le portail de l'école. Sa mère d'un côté, Stéphane Dubois de l'autre, Pierre Bernard et Sophie Garcia les encadrant comme des gardes du corps. Les autres motards formèrent un couloir, créant une aide d'honneur protectrice. Chloé ne marchait pas la tête baissée cette fois. Elle n'essayait pas d'être invisible. Elle marchait le menton haut, sa petite main serrée dans la grande main de Stéphane, fière et protégée. Mais tout le monde ne célébrait pas. À l'extrémité de la cour de récréation, près des terrains de basket, Lucas Duval et son cousin Léo étaient figés. Leur visage était blanc. Leur bouche était ouverte, car Pierre, fantôme, Bernard, 1m93 et 115 kg de muscles, se dirigeait droit sur eux. Après avoir déposé Chloé en toute sécurité au portail, il les fixait du regard. Pierre traversa lentement la cour. Les enfants s'écartèrent comme la mer Rouge. D'autres motards s'étaient placés stratégiquement, s'assurant qu'il n'y avait aucune issue.
Lucas et Léo avaient respectivement 12 et 11 ans. Grands pour leur âge, habitués à être les enfants effrayants. Mais en ce moment, ils ressemblaient à ce qu'ils étaient vraiment, des enfants effrayés. Pierre s'arrêta juste devant Lucas. Il baissa les yeux sur le garçon qui avait passé des semaines à terroriser une fillette de 7 ans. Lentement, Pierre s'accroupit, se mettant à la hauteur des yeux de Lucas. Il parla d'une voix si basse que seuls Lucas et Léo pouvaient l'entendre. Les mots furent choisis avec soin. Aucune menace ouverte, rien qui ne puisse être légalement qualifié d'agression ou d'intimidation, mais le message était limpide. Quoi que Pierre ait dit, cela fit fondre Lucas Duval en larmes. Là, dans la cour de récréation, devant tout le monde, le caïd de l'école éclata en sanglots bruyants. Léo avait déjà commencé à reculer, trébuchant sur ses propres pieds dans sa hâte de fuir. Pierre se releva, jeta un dernier regard aux deux garçons, puis retourna au portail. Mission accomplie. Ce que Pierre avait dit allait hanter Lucas pendant des années. Mais ce n'était pas le vrai message. Le vrai message était sur le point d'être délivré à quelqu'un de bien plus dangereux. Car de l'autre côté de la rue, en face de l'école primaire Jules Ferry, garée sur le parking d'un bureau d'assurance fermé, se trouvait une voiture noire avec un autocollant de rugby du lycée sur la vitre arrière. Enzo Leroy, 17 ans, avait observé toute la scène. Il était venu poursuivre Chloé à nouveau, peut-être pour intensifier les menaces, pour continuer sa forme de terrorisme sur des cibles faciles. Cela avait toujours fonctionné avant. Papa réglait toujours les problèmes. Mais quand Enzo vit les motos, quand il vit les 200 motards encercler l'école, quand il réalisa que ce ne serait pas un jour normal, il démarra le moteur. Il était temps de partir. Il était temps de disparaître et de laisser la poussière retomber, comme toujours. Il fit marche arrière. À cet instant précis, 5 motos se glissèrent sur le parking derrière lui, bloquant la sortie. Pas de manière agressive, pas à grande vitesse, simplement là, se positionnant délibérément pour qu'Enzo ne puisse pas bouger d'un centimètre. Les mains d'Enzo se crispèrent sur le volant. Son cœur commença à battre la chamade. Il regarda dans son rétroviseur et les vit descendre de leur moto, marchant calmement vers sa voiture. Stéphane Dubois s'approcha de la fenêtre du conducteur. Il ne frappa pas. Il n'en eut pas besoin. Enzo baissa la vitre, car que pouvait-il faire d'autre? Stéphane se pencha, posant un bras massif sur le toit de la voiture. Il regarda Enzo Leroy droit dans les yeux. L'adolescent qui traquait une enfant de 7 ans, qui utilisait le statut de son père pour agir en toute impunité, qui n'avait jamais fait face à une véritable conséquence de toute sa vie privilégiée. La voix de Stéphane, quand il parla, était calme, presque conversationnelle, mais avec un fond d'acier et d'absolu. Enzo Leroy, dit Stéphane. Je sais qui tu es. Je sais qui est ton père. Je sais ce que tu as fait à cette petite fille. Et voici ce qui va se passer. Si tu t'approches à moins de 100 mètres d'elle, tu n'auras pas affaire à la gendarmerie. Tu auras affaire à nous. Et nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Nous protégeons les nôtres. Elle est des nôtres maintenant. Compris? Enzo hocha la tête frénétiquement, sans voix, le visage d'une pâleur de cire. Et c'est valable pour n'importe quel enfant de cette ville, ajouta Pierre de derrière Stéphane. Tu as un problème avec les personnes vulnérables. Ça s'arrête aujourd'hui. Nous te surveillerons, Enzo. Chaque jour, partout où tu iras. Un seul faux pas. Un seul signe que tu cibles quelqu'un qui ne peut pas se défendre, et nous le saurons, et nous viendrons te chercher. Les 5 motards reculèrent, dégageant le passage pour la voiture d'Enzo. Il n'attendit pas. Dès que la voie fut libre, Enzo Leroy quitta le parking en trombe, comme si le diable en personne était à ses trousses. D'une certaine manière, 200 diables l'étaient. Enzo était effrayé, mais Stéphane savait que la peur ne suffisait pas, car le père d'Enzo, le conseiller municipal Jean Moreau, avait encore du pouvoir, et il était sur le point de l'utiliser. Mais ce que le conseiller Moreau ne savait pas, c'est que Stéphane avait passé un autre appel, à quelqu'un que Moreau ne pouvait pas intimider. À 9h30, les équipes de télévision locales étaient arrivées. France 3 Régions, la chaîne locale, et même une équipe de Lyon. Stéphane les avait tous appelés à 7h45, juste après avoir organisé l'escorte. Il leur avait laissé un message simple. Sujet sur la protection des enfants à l'école primaire Jules Ferry. 9h30. Apportez vos caméras.
Les journalistes commencèrent rapidement à interroger les parents qui s'attardaient encore sur le parking de l'école, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Et quand les caméras se mirent à tourner, quand les parents réalisèrent que quelqu'un écoutait enfin, les vannes s'ouvrirent. Une mère nommée Isabelle Fournier parla la première, la voix tremblante d'émotion. « Mon fils se fait harceler dans cette école depuis 2 ans. J'ai déposé plainte après plainte. Rien n'a jamais été fait. Les garçons moraux font ce qu'ils veulent, et le directeur ne fait rien. » Un autre parent, Patrick Chen, enchaîna. « Le mois dernier, ma fille a été poussée dans les escaliers par Léo Durand. Elle était couverte de bleu. Je suis allé voir le directeur Petit et il m'a dit que c'était un accident. » Un accident? Ma fille a peur de venir à l'école. Parent après parent, l'histoire se répétait. Les frères Duval et Durand, avec le soutien de leur grand cousin Enzo Leroy, terrorisaient les enfants depuis des années. Et chaque fois qu'un parent se plaignait, le directeur Petit balayait l'affaire, trouvait des excuses, protégeait les garçons, parce que les protéger, c'était protéger la carrière politique de son beau-frère. Le cri de désespoir d'une petite fille s'était transformé en une prise de conscience collective. Le silence était brisé. La vérité éclatait. Des années de plaintes étouffées, de victimes ignorées et de défaillances institutionnelles étaient exposées à la lumière du jour, filmées par des caméras et diffusées à des milliers de téléspectateurs à travers la région. Mais la vraie bombe était sur le point de tomber, car Stéphane avait aussi appelé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui enquêtait sur la famille Moreau depuis des mois. À 9h55, lorsqu'une berline noire banalisée se gara devant l'école primaire Jules Ferry, une femme en tailleur sombre en sortit, un signe et une mallette à la main. Agent Valérie Schmitt, de la police judiciaire. Stéphane alla à sa rencontre, lui serrant la main comme à une vieille amie. Ce qu'elle était. Ils avaient servi ensemble dans les troupes de marine 15 ans plus tôt, avant que Valérie ne rejoigne la PJ et que Stéphane ne retourne à Villeneuve-sur-Loire. « Stéphane, dit-elle, quand tu as appelé ce matin, je pensais que tu exagérais. »« Je n'exagère jamais, » répondit Stéphane. Valérie enquêtait sur le conseiller Jean Moreau depuis 8 mois. Corruption politique, pot de vin, utilisation de sa position pour entraver la justice. Mais ce qui avait vraiment attiré son attention, c'étaient les plaintes concernant son fils, Enzo. Des plaintes qui disparaissaient mystérieusement. Des témoins qui refusaient soudainement de coopérer. Des preuves qui s'évaporaient des dossiers de la gendarmerie. Enzo Leroy ciblait des enfants vulnérables depuis des années. Des enfants de familles modestes. Des enfants dont les parents n'avaient ni les ressources ni les relations pour se défendre. Des enfants qui pouvaient être réduits au silence. Chloé Martin était censée être une autre victime silencieuse. Une autre plainte qui disparaîtrait. Une autre famille qui abandonnerait parce que le système était truqué contre elle. Mais Chloé n'était pas restée silencieuse. Elle avait demandé de l'aide à des gens qui ne pouvaient être ni intimidés ni achetés. Et maintenant, avec 200 témoins, des caméras de télévision et une communauté qui parlait enfin, Valérie Schmitt avait tout ce dont elle avait besoin. Le harcèlement de Chloé par Enzo, expliqua Valérie à Stéphane, juste hors de portée des caméras, s'inscrit dans un schéma de comportement. Nous avons identifié cette autre victime au cours des 3 dernières années. Toutes des enfants de familles vulnérables. Toutes les plaintes ont été classées sans suite par le directeur Petit ou la gendarmerie locale. Tous deux directement liés au conseiller Moreau. Et le directeur Petit? Demanda Stéphane. Entrave à la justice. Il est le beau-frère de Moreau, et il a constamment étouffé les plaintes contre les garçons pour protéger ses relations politiques. C'est un crime fédéral lorsqu'il implique l'intimidation de témoins et la corruption d'organismes publics. La PJ montait un dossier. Ils avaient juste besoin de victimes prêtes à parler, et maintenant ils avaient toute une communauté prête à témoigner. Si vous croyez que le pouvoir ne devrait pas protéger les prédateurs, cliquez sur le bouton j'aime. Votre engagement prouve que les gens se soucient plus de la justice que de la politique. À midi, Enzo Leroy était en état d'arrestation. 2 agents de la PJ l'ont interpellé chez lui, alors qu'il tremblait encore de sa rencontre avec les motards. Les chefs d'accusation étaient nombreux, harcèlement criminel, harcèlement d'un mineur, menace de mort, intimidation. L'avocat de son père commença immédiatement à passer des appels, à tirer des ficelles, essayant de faire disparaître l'affaire comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait 200 témoins. Cette fois, il y avait les caméras de la presse.
Cette fois, il y avait la police judiciaire. Pas seulement la gendarmerie locale qui devait des faveurs aux conseillers moraux. Le directeur Petit fut suspendu en attendant une enquête. Le conseil scolaire, réalisant soudainement que des journalistes campaient devant leur bureau, publia une déclaration promettant un examen complet de toutes les plaintes de harcèlement et des procédures disciplinaires. C'était trop peu, trop tard, mais c'était un début. Cet après-midi-là, le conseiller Jean Moreau tint une conférence de presse, se tenant devant son bureau avec son avocat à ses côtés. Il nia tout. Il qualifia les accusations d'attaque à motivation politique, affirma que son fils était ciblé en raison de sa position, et menaça de poursuivre quiconque répandrait des rumeurs diffamatoires. Mais il était trop tard. Les motards avaient fait ce que le système ne pouvait pas faire. Ils avaient donné une voix aux victimes, et cette voix résonnait. Les parents s'organisaient. Les chaînes de télévision enquêtaient. La PJ montait son dossier. Et plus important encore, les enfants qui avaient été réduits au silence par la peur parlaient enfin, sachant que quelqu'un écouterait. Chloé, enfin, était en sécurité. Elle était entrée à l'école primaire Jules Ferry ce matin-là, lourdement gardée, et elle en est sortie de la même manière. Stéphane avait personnellement mis en place une escorte rotative. Des motards seraient à l'école chaque matin et chaque après-midi, aussi longtemps que nécessaire. D'autres enfants qui avaient été harcelés demandèrent des escortes, et les motards acceptèrent. En quelques jours, l'école primaire Jules Ferry devint l'école la plus sûre de la région. Mais l'histoire ne faisait que commencer à se propager. Ce soir-là, l'histoire de Chloé était au journal national. Le lendemain matin, elle était devenue virale sur les réseaux sociaux. En 48 heures, des chapitres des Anges de l'Enfer à travers le pays commencèrent leur propre programme d'escorte pour la protection des enfants. Et ce qui se passa au cours des 2 semaines suivantes prouva qu'un seul petit acte de courage pouvait tout changer. Le lendemain matin, les motards étaient là. Et le matin suivant. Et celui d'après. Pendant 2 semaines complètes, Chloé Martin fut escortée à l'école par un mur tournant de chrome et de cuir. Jamais moins de 20 motards, parfois jusqu'à 50. Et chaque matin, sans faute, Stéphane Dubois était là à 7h45, casque à la main, un sourire pour Chloé, et une promesse silencieuse dans ses yeux. Tu es en sécurité maintenant. Mais le 3e jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Un garçon timide de CM1 nommé Hugo, petit pour son âge, avec des lunettes trop grandes pour son visage et un œil au beurre noir qui s'estompait, s'approcha de Stéphane. « Monsieur, est-ce que quelqu'un pourrait marcher avec moi ?» demanda-t-il. « Il y a des garçons qui m'attendent derrière le gymnase. » Stéphane s'accroupit, le regardant droit dans les yeux. « Comment tu t'appelles, fiston ?»« Hugo Chêne. » Stéphane hocha la tête. « D'accord, Hugo Chêne. Demain matin, 8h30, ici même, et personne ne t'embêtera plus jamais. » Le lendemain, Hugo eut sa propre escorte. 2 motards le conduisirent jusqu'à sa classe, passant juste devant le gymnase où ses harceleurs attendaient. Les garçons jetèrent un coup d'œil aux hommes qui flanquaient Hugo et disparurent. À la fin de la semaine, 12 enfants avaient une escorte. Des enfants qui avaient souffert en silence, parlant enfin. Pour chaque nouveau nom, les motards acceptaient. L'école primaire Jules Ferry devint l'école la plus sûre de la région. Pas à cause des caméras ou des agents de sécurité, mais à cause de la communauté. Et Chloé, elle revivait. En quelques jours, elle dormait toute la nuit. À la fin de la semaine, elle s'était fait une nouvelle amie à l'heure du déjeuner. Une fille qui aimait aussi les dinosaures. Chloé riait de nouveau, mangeait, jouait. Elle était redevenue une enfant de 7 ans. L'enfant terrifié qui était entré dans ce bistrot 2 semaines plus tôt avait disparu. À sa place se trouvait une petite fille aux yeux pétillants. Quand la chaîne de télévision locale revint, ils demandèrent à sa mère, Sandrine, ce qui avait changé. La voix de Sandrine se brisa en répondant. « Ils m'ont rendu ma fille. Ces hommes, que tout le monde dit si effrayants. Ils ont protégé son cœur, pas seulement son corps. Ils lui ont rendu son enfance. » Chloé recommença à dessiner. Des croquis au crayon de cire de moto et de grands hommes en gilet. Un dessin d'elle tenant la main de Stéphane. En haut, en lettres maladroites de 7 ans, on pouvait lire « Moi et Papa Ours ». C'est ainsi qu'elle l'appelait. Papa Ours. Et Stéphane, le soldat endurci qui avait vu la guerre,
avait les larmes aux yeux à chaque fois qu'il l'entendait. Quelque chose d'autre commença à changer aussi. Inspirés par les motards, les parents commencèrent à accompagner leurs enfants à l'école en groupe. Les voisins veillaient les uns sur les autres. Un sentiment de communauté qui se propageait plus fort que le grondement d'une Harley. Pendant ce temps, la justice suivait son cours. Enzo Leroy, le harceleur qui avait tout déclenché, plaida coupable. Probation, thérapie, travaux d'intérêt général et un casier judiciaire à vie. Son père, le puissant conseiller municipal qui avait essayé de le protéger, perdit sa réélection par 37 points. La ville avait parlé. Personne n'était au-dessus des responsabilités. Le conseil scolaire a tout réformé. De nouvelles règles anti-harcèlement, un véritable système de signalement, de vraies conséquences. Le système n'a pas changé parce qu'il le voulait. Il a changé parce qu'il le devait. Et à travers tout cela, la perception de Villeneuve-sur-Loire des motards a changé. Les hommes autrefois craints étaient maintenant célébrés. Les entreprises locales sponsorisaient des balades caritatives. Le bistrot de Rosalie organisait un barbecue et une collecte de fonds pour les motards. Les associations d'anciens combattants s'associèrent aux Anges de l'Enfer pour des programmes de mentorat pour les jeunes. La ville qui traversait la rue pour les éviter traversait maintenant la rue pour les remercier. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à Villeneuve-sur-Loire. La vidéo des 200 motards entourant l'école primaire Jules Ferry est devenue virale. 8 millions de vues en une semaine. D'autres chapitres ont commencé à prendre note. Le chapitre de Bordeaux a lancé son propre programme, Chemin de l'école en sécurité. Puis Marseille, puis Lille, puis Strasbourg. En 6 mois, le mouvement d'escorte de motards était présent dans 43 départements. Ce qui avait commencé avec une petite fille effrayée était devenu un mouvement national. Des mois plus tard, Villeneuve-sur-Loire organisa une cérémonie sur la place de la ville. Le maire remit à Stéphane Dubois la clé de la ville, mais Stéphane sourit, regarda Chloé et dit « Cette clé est à toi, petite. C'est toi la plus courageuse ici. C'est toi qui as tout commencé. » Il lui tendit la clé. Chloé la prit dans ses 2 mains, les yeux brillants, un sourire pur sur son visage. Une semaine plus tard, lors d'une assemblée générale de l'école, elle se tint devant un micro si grand qu'il fallut baisser le pied. « Je m'appelle Chloé Martin, dit-elle. J'avais peur, mais j'ai appris quelque chose. Avoir peur ne veut pas dire qu'on est faible. Et demander de l'aide ne veut pas dire qu'on est seul. Ça veut dire qu'on est courageux. Si vous avez peur, parlez-en à quelqu'un. Continuez à parler jusqu'à ce que quelqu'un écoute, parce que les gens bien sont partout. Il faut juste les trouver. » L'auditorium explosa en applaudissements. Les enseignants pleuraient, les parents applaudissaient, et au fond de la salle, 20 motards endurcis essuyaient discrètement des larmes, car ils savaient que les batailles les plus importantes ne se gagnent pas avec les poings ou les armes, mais avec le courage et la compassion. Et tout cela, chaque ondulation, avait commencé avec une petite fille qui avait refusé de se taire. Si le courage de Chloé vous inspire, abonnez-vous, car il y a des milliers d'histoires comme celle-ci. Des histoires de gens ordinaires faisant des choses extraordinaires. Commentez, je soutiens la protection des enfants. Si vous croyez qu'aucun enfant ne devrait affronter la peur seul, votre voix est importante. Votre engagement montre à YouTube que ces histoires méritent d'être entendues. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les héros existent toujours. Ils ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils portent du cuir. Merci d'avoir regardé. Merci de vous soucier. Et rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est demander de l'aide quand on en a besoin.